Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être restés aussi nombreux pour cette session. Je m'appelle Walid Ben Abderrahman, je suis architecte solution chez Amazon Web Services. Aujourd'hui et dans cette session, on va voir comment déployer et opérer votre cluster Kubernetes sur AWS. Je suis accompagné par Louis-Paul Darro, CTO de ProcessOut, qui va témoigner par la suite sur leur usage de Kubernetes sur AWS. Alors avant de commencer, je dois signaler que c'est une session 300, donc un peu avancée, sans être expert. Rassurez-vous, on va justement voir au démarrage un peu l'expérience sur Kubernetes et comment on déploie un Kubernetes sur AWS. Pour ceux qui étaient là à la session précédente avec mon collègue Louis-Paul, Paul Domanchi, on a adressé comment déployer votre cluster Kubernetes sur AWS, que vous pouvez revoir par la suite justement quand on va la publier. Alors, l'agenda pour aujourd'hui est le suivant. Alors, on va voir comment déployer votre cluster. Ça ne change pas. Donc, est-ce que vous pouvez voir pourquoi ça ne bouge pas? Alors, bien sûr, l'effet agenda ne passe pas. Je vais voir pourquoi ça ne passe pas, je reviens. Ah, il réinitialise. Alors, est-ce qu'on peut revenir à au deuxième slide, s'il vous plaît? On va essayer de rattraper par la suite. Alors, attendez, je reviens. Et voilà, on a l'agenda. J'espère que je n'ai pas eu des pertes. Alors, voilà l'agenda pour notre session. On va essayer de voir justement le rappel dont je vous parlais, comment on déploie notre cluster sur Kubernetes. On va voir, ça va être assez rapide. Après, on va voir les quelques problèmes, on va dire opérationnels, l'autoscaling sur EKS, la mise à jour de votre cluster sur EKS, la sécurité, la mise en réseau. Et puis après, on passera au témoignage de ProcessOut qui va justement nous parler de son expérience sur AWS. Commençons par le déploiement d'un cluster sur AWS. Alors, comment ça se passe? Voici l'archi que vous allez avoir quand vous déployez un cluster Kubernetes sur AWS. C'est assez simple à comprendre. On a une partie master, que vous connaissez d'ailleurs d'une manière générale sur l'architecture Kubernetes, et de l'autre côté, on a les workers. Alors, nous, AWS, quand on parle de KS, Elastic Kubernetes Service, on va manager pour vous la partie master. Donc, on va prendre en charge toute la partie master des API, serveurs, le TCD, ainsi de suite. Tout cela sera managé et il sera caché pour vous, mais vous pouvez interagir avec. De votre côté, vous aurez les workers qui seront, comme vous pouvez le voir, sur un compte qui vous appartient, sur lequel vous allez déployer ces workers-là et qui vont interagir justement avec le master. Si on va plus loin dans l'architecture, ça va se manifester de la manière suivante. Donc, on aura un compte à droite où il y a le VPC EKS qui sera managé par AWS et invisible pour vous. Et de l'autre côté, il y aura les workers et vous voyez qu'il y a une interaction entre les deux comptes. Donc si on zoome justement sur la partie master,
On va voir les composants qui sont connus pour vous. Donc, on va utiliser un cluster Kubernetes sur 3 zones de disponibilité. Donc, c'est la recommandation qu'on donne à nos clients, qu'on suit nous-mêmes. Donc, on va déployer ce cluster sur 3 zones de disponibilité d'une telle manière à avoir de la haute disponibilité au niveau de votre cluster. On va utiliser des network load balancers pour la partie frontale. On va utiliser des load balancers sur la partie interne qu'on va utiliser justement pour manager le cluster Kubernetes pour vous. Donc, c'est des composants qui sont pour vous. Et il y a une information très importante, c'est du single tenant. Donc, à chaque fois que vous déployez un nouveau cluster sur AWS, c'est un single tenant, donc il vous appartient. Donc, ce n'est pas partagé avec d'autres clients, c'est une architecture qui sera dédiée pour vous. Donc, ça, c'est la partie master. Pour déployer un cluster, donc là, je vais juste un rappel par rapport à ça. Donc là, vous pouvez le faire bien sûr de plusieurs manières, par la console, par la ligne de commande ou par les SDK et les API AWS. Donc là, c'est juste la console AWS. Vous voyez, c'est assez simple. On donne un nom à notre cluster, on choisit la version, et on parlera justement de la partie version sur Kubernetes par la suite. Et on donne des rôles qui vont servir justement à votre cluster. On donne des rôles pour lui donner des droits, parce qu'il va interagir avec votre compte, il va déployer des composants sur votre compte. Donc, il faut lui donner des droits pour pouvoir le faire. Et après, on va configurer le réseau. Donc, on va mettre le réseau qui va justement sur lequel on va déployer votre cluster, vos workers. Donc, on va déployer un VPC et on reviendra sur la partie réseau et le choix du réseau. D'ailleurs, c'est très important de bien sizer votre cluster d'une manière générale, parce que vous allez déployer des pods, vous allez déployer des conteneurs qui vont être gourmands peut-être en adresse IP, donc il faut bien sizer votre cluster. Et là, la recommandation, c'est de pouvoir le faire sur les 3 zones de disponibilité. Donc il faut avoir un VPC et des subnets qui doivent être déployés sur les 3 zones de disponibilité. Et ensuite, on va mettre des RAG firewall, des security groups, parce que votre cluster a besoin de sortir à l'extérieur, parce que votre cluster ou vos workers ont besoin justement de communiquer avec votre master. Donc, il faut mettre les règles firewall qui vont être justement provisionnées par AWS pour vous. Donc, on vous simplifie la tâche par rapport à tout ce qui est communication entre le master et le worker. Il y a un certain nombre de ports à ouvrir, notamment le 443 et le 10.250 qu'on doit ouvrir pour justement permettre les communications entre le master et les workers. Et à partir de là, vous avez votre cluster. Donc là, on vient de déployer le master. On va le déployer en 10 minutes. À peine 10 minutes chrono, on va avoir notre cluster qui va être opérationnel, qui va être managé complètement par AWS. Donc ça, c'est la partie cluster. Maintenant, il y a la partie worker. Pour la partie worker, si on zoome sur cette partie-là, on va commencer d'abord par un choix d'instance. Pour ceux qui utilisent AWS, ils connaissent le choix d'instances qui existe sur AWS. Donc là, vous voyez un certain nombre d'instances. Bien sûr, je n'ai pas mis toutes les instances. Vous connaissez par exemple les instances générales comme AM5, AM4 ou T3, T2. Ceux-là, vous pouvez les utiliser. La question qui se pose, c'est est-ce que je peux utiliser de la GPU? Est-ce que je peux utiliser des instances de type P2 ou P3 qui me permettent d'accéder à des GPU derrière? La réponse est oui. Vous avez la possibilité d'utiliser justement les GPU directement sur votre cluster, sur la partie worker. Est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser du bare metal? Oui, vous avez la possibilité d'utiliser des I3 metal sur les workers et de pouvoir les utiliser directement dans votre cluster. Est-ce que je peux utiliser les spots? Alors pour ceux qui ne connaissent pas les spots, c'est une place de marché sur laquelle on va avoir de la capacité, où on peut avoir une réduction de coûts jusqu'à 90% par rapport à des coûts on demand. Donc moi, je vous encourage vivement à utiliser les spots. Et les spots, on peut les utiliser avec un worker et l'attacher à votre cluster. Et est-ce qu'on peut faire un mélange de tout ça? Bien sûr, c'est oui. Donc là, vous voyez, on a fait check à toutes les réponses. Et bien sûr, on pouvait l'utiliser avec les autres types d'instances. Une fois qu'on a choisi les instances sur lesquelles on va faire tourner nos workers, la question suivante, c'est quel AMI ou quel Amazon Machine Image on va utiliser. AWS vous fournit justement une Amazon Machine Image qui est, elle, configurée, qui a la source, pardon, hop, c'est le slide suivant, qui est optimisée pour du Kubernetes. Donc là, vous avez la possibilité de la récupérer, de l'utiliser, de la customiser. Justement, on vous demande de la configurer peut-être pour ajouter d'autres composants pour que ça corresponde à ce que vous cherchez à faire. Donc vous avez justement la possibilité de le faire. Là, il y a un lien sur lequel vous pouvez récupérer la configuration de l'AMI pour pouvoir l'utiliser. Et pour la partie GPU, c'est pareil. On fournit aussi un support GPU, donc vous avez la possibilité d'utiliser une AMI, une Amazon Machine Image qui va vous servir à déployer vos workers. Celle-là sera aussi adaptée et configurée pour être utilisée avec de la GPU. Donc vous avez la possibilité d'utiliser les AMI standards ou les AMI avec GPU. À partir de là,
qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À déployer votre architecture. Et pour pouvoir le faire, la première façon de faire, c'est de déployer avec un template CloudFormation qu'on vous fournit. Donc on va vous fournir un certain nombre de templates CloudFormation qui vont automatiser justement la création de ces workers et qui vont automatiser aussi, pareil, les règles de sécurité, les VPC, l'attachement à votre cluster, ainsi de suite. Donc là, vous voyez, j'ai une architecture, c'est un exemple d'architecture sur lequel j'ai déployé 3 types d'instances ou avec 3 groupes d'autoscaling sur lesquels on va avoir du spot et du on-demand sur 3 zones de disponibilité. Et tout cela, on va les attacher au même cluster et à partir de là, vous pouvez faire tourner vos pods et tourner vos conteneurs directement sur ces workers. Alors, il y a un outil qu'on aime bien, que j'aime bien vous présenter, c'est EKSCTL. C'est aussi un outil qui a été développé par des partenaires et qui vous permet aussi de déployer en 10 minutes, pareil, votre cluster sans avoir à aller prendre les CloudFormation, sans avoir à prendre les AMI, sans avoir à prendre les types d'instances. Bien sûr, si vous voulez choisir des types d'instances, c'est bien de customiser. Mais l'idée est simple, vous dites EKSCTL, déploiement un cluster avec tel nom, telle version, dans tel VPC ou pas. D'ailleurs, il peut vous créer des VPC et à partir de là, en 10 minutes, vous allez avoir peut-être un peu plus parce que là, on va déployer des instances sur lesquelles on va tourner des workers et à partir de là, vous allez avoir votre architecture entièrement utilisée sur AWS avec un master managé par AWS et des workers. Donc voilà, ça c'est un rappel rapide de comment on déploie notre cluster sur AWS. Ce qu'il faut retenir, c'est que le master est managé et les workers, vous devez les créer, mais on vous donne les moyens et les outils pour le faire rapidement. Donc ça, c'est la partie, on va dire, comment on va déployer notre cluster. Maintenant, on va attaquer le prochain point qui est l'autoscaling. Alors, comment on fait de l'autoscaling sur un cluster EKS? Surtout pour ceux qui connaissent l'autoscaling group qui existe sur les instances OC2 d'une manière générale. Alors, on a 2 dimensions par rapport à l'autoscaling. On a la première dimension qui est les pods et la deuxième dimension qui reste les instances. D'accord? Quand on parle de pod, on va parler justement d'horizontal pod autoscalaire. Et si on parle d'autoscaling par rapport aux instances, on va parler par exemple d'autoscalaire qui vous permet, de cluster autoscalaire qui vous permet de justement ajouter des instances EC2 par rapport à ça. Alors, juste une comparaison entre le groupe autoscaling que vous connaissez sur les instances OC2, pour ceux qui sont habitués à utiliser les instances OC2, on va déployer un groupe d'autoscaling avec une large configuration, on va définir le minimum, le maximum, la capacité désirée, les métriques, bref, on va définir le groupe qui va nous permettre de déployer, d'ajouter de la capacité et d'enlever la capacité. Dans le cas où on prend un cluster Kubernetes, on a l'horizontal pod autoscaler qui va permettre d'ajouter des pods selon des métriques, qu'on va définir, et d'enlever les pods quand il n'y a plus besoin de les avoir selon les mêmes métriques. Et le cluster autoscalaire, lui, va faire la même chose, sauf qu'il va le faire au niveau des instances. Donc il va ajouter des instances selon la capacité qui existe, et il va se baser justement sur un groupe autoscaling derrière. Un point important, c'est qu'il ne faut pas le confondre avec le groupe autoscaling EC2 d'une manière générale. C'est un service intégré à Kubernetes et non pas et qui interagit avec le groupe autoscaling, mais pas le groupe autoscaling lui-même. D'ailleurs, si je donne un exemple par rapport à ça, hop. Voilà une architecture sur laquelle on va déployer un groupe d'autoscaling. À droite, c'est vos workers. À gauche, tout à gauche, c'est votre cluster. Là, on a créé un pod. Donc voilà, derrière, peut-être qu'on a utilisé une politique de HPA et dans ce cas-là, on a créé plusieurs pods et à un moment donné, on ne peut plus déployer ces pods-là. Ce qui va faire le cluster autoscalaire, c'est que d'une manière récurrente, il va pooler, il va demander à ce qu'il y a assez de capacité dans votre cluster. S'il trouve qu'il y a assez de capacité dans votre cluster, s'il n'a pas assez de capacité dans votre cluster, il va justement demander à votre groupe d'autoscaling d'ajouter une ressource en plus. Donc, il va augmenter la capacité désirée, donc on va ajouter une instance à votre groupe. Si, bien sûr, de la même manière, on va dire, je vais de la même manière cyclique requêter et voir si la capacité est suffisante. Dans ce cas-là, je vais faire ce qu'on appelle un scale down. Donc, je vais enlever les instances de mon groupe autoscaling. Et donc là, le cluster autoscalaire, il va faire quoi? Il va être faire à -1 et donc il va enlever l'instance de votre groupe d'une telle manière à revenir sur une capacité que vous estimez bonne pour le suivi de votre workload. D'accord? Donc ça, c'est rapidement entre comment on peut faire d'autoscaling sur AWS d'une manière classique et comment on le fait sur Kubernetes. Donc il faut retenir l'horizontal pod autoscaling sur lequel il faut travailler. Donc c'est le premier qu'il faut mettre en place et après mettre le cluster autoscalaire. Maintenant, on va adresser le point suivant qui est la mise à jour. Comment on met à jour un cluster EKS? Alors avant de parler de comment on fait la mise à jour d'un cluster EKS,
un rappel de comment on fait le versionning sur AWS. Quand on parle de versionning, bien sûr, on parle du versionning qu'on va avoir sur le master. Là, les versions supportées par EKS sont la 1.10, la 1.11 et la 1.12. La 1.12 d'ailleurs qui a été supporté vendredi dernier et que j'ai ajouté justement, que j'ai mis à jour dans mes slides. Et là, on va justement travailler, et elle sera disponible, la 1.13 sera disponible bientôt, et on travaille justement, il y a un travail de recherche derrière pour ajouter la 1.14. Il y a toujours un rythme qu'on essaie de suivre par rapport à la sortie de versionning de Kubernetes. Donc AWS, ce qu'on a dit, c'est qu'on va supporter les 3 dernières versions de Kubernetes. Pardon. Là, par exemple, demain, quand il y aura la version 1.13 qui va sortir, on va supporter, vous l'avez compris, la 1.13, la 1.12 et la 1.11. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les clusters qui sont en 1.10, mais on va les déprécier. Donc vous ne pouvez plus démarrer de nouveaux clusters en version 1.10. Okay. Donc les clusters qui existent en 1.10, on va les maintenir, mais vous ne pouvez pas déployer de nouveaux clusters. Après, on parle de version de plateforme à l'intérieur d'Amazon EKS. Et ça, c'est spécifique à Amazon EKS. L'idée derrière la version de plateforme, c'est qu'on va avoir une sorte de version annexe à notre version Kubernetes qui va être utilisée pour quand on fait des mises à jour sur les API serveurs ou quand on fait des patchs de sécurité sur les clusters eux-mêmes. Donc là, on va ajouter, pour vous informer, une nouvelle version. Comme ça, vous savez qu'on a fait, et on fait une release note derrière pour vous dire quel type d'action on a fait sur cette version dite de plateforme. Et donc, ça vous permet de savoir sur quelle version de plateforme et sur quelle release note, est-ce qu'il y a eu des patchs, est-ce qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées à notre serveur, tout en restant dans la version majeure, on va dire majeure, par rapport à votre cluster Kubernetes. Donc l'exemple, c'est que je sors la version Kubernetes 1.10, il y aura EKS.1 quand elle va être déployée, 1.2, donc EKS2, donc on a ajouté de nouvelles fonctionnalités. Si demain je sors la version 1.11, elle va arriver avec la EKS.1, et on va continuer justement à mettre à jour la 1.10. D'ailleurs, on met à jour le cluster et c'est transparent pour vous. Vous ne voyez pas ça, c'est managé par AWS. C'est l'avantage d'être managé par AWS. Par contre, quand vous démarrez une nouvelle instance, vous la démarrez bien sûr avec la version que vous choisissez et la dernière version de plateforme qui va être utilisée. Et pareil pour la 1.12. Et bien sûr, évidemment, on va continuer à maintenir la 1.11 avec les versions de plateforme, avec les patchs de sécurité et les patchs qu'on va pouvoir mettre en place sur cette partie-là. Donc ça, c'est le fonctionnement que vous allez voir sur AWS. Donc, on a parlé de version. Maintenant, revenons à notre sujet qui est comment je fais la mise à jour de mon cluster. Alors, on va mettre à jour le master et on va mettre à jour le worker. Alors, d'abord, le master, comment on le fait? Donc là, vous pouvez le faire via l'API ou via la console ou via la ligne de commande. Là, il y a un imprimé écran. Pardon. Hop. Là, il y a un imprimé écran par rapport à ce que vous allez trouver sur la console. Donc, vous pouvez, d'un clic, hop, choisir votre cluster EKS et mettre à jour directement votre cluster in place, c'est-à-dire que vous allez mettre à jour le cluster lui-même dans la région auquel vous travaillez. Et donc là, vous allez mettre directement à jour vers la version. On est en 1.10 par exemple, on passe en 1.11. On est en 1.11, on passe en 1.10. Donc ça, c'est la partie master. Juste un clic, une ligne de commande, et on va le mettre in place et ça sera mis à jour pour vous. Et ce sera transparent pour vous derrière. Par contre, ce qu'on vous recommande de faire, c'est toujours de le faire, c'est de la production, quand il s'agit de la production justement, de le faire dans des fenêtres de maintenance. Donc de choisir des fenêtres de maintenance sur lesquelles vous allez faire votre mise à jour. D'accord? Donc il faut le faire, et il faut le faire en staging ou en dev auparavant, parce que derrière, il y a de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, et il faut justement faire des tests de non-régression de votre production par rapport à la nouvelle version. C'est des recommandations de manière générale qu'on peut trouver dans la production, et c'est valable aussi pour Kubernetes, il faut le faire dans un environnement différent et mettre à jour votre cluster. Pareil pour la partie worker c'est différent. Ce qu'on va avoir, c'est avoir deux options par rapport à la mise à jour. La première, c'est qu'on va partir sur un nouveau groupe, donc on va créer un nouveau groupe de workers à côté, avec la nouvelle version, d'accord? Donc on aura fourni une nouvelle AMI, il y aura la nouvelle version qui va être déployée dedans, et puis donc on va faire quoi? On va créer un nouveau groupe à côté, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va drainer, on va enlever les nœuds de l'ancien groupe, et on va bien sûr démarrer les nœuds dans le nouveau groupe, et donc comme ça on va faire une migration en quelque sorte de vos pods de l'ancien groupe vers le nouveau groupe. Moi, je dis migration, mais l'idée c'est justement d'avoir ça d'une manière plutôt simple et plutôt clean,
clean, d'une manière à ce qu'on fait la transition entre les deux groupes. Ça, c'est la première manière de le faire. Et puis, bien sûr, à la fin, on supprime le premier groupe. Donc, on partira d'un template CloudFormation. Ce qu'on fera, c'est on supprime le groupe, le template CloudFormation. Et à partir de là, on a supprimé tous les nœuds qui appartiennent au premier groupe. La deuxième manière de faire, c'est de le faire avec l'AMI elle-même. Donc, on part du même template CloudFormation dont je vous parlais au départ, qui vous sert à démarrer votre worker, et on met à jour l'AMI. Alors, ce qui va se passer ici, c'est qu'il y aura une politique de rolling qui va justement enlever les anciens nœuds et ajouter les nouveaux. Là, comme vous pouvez voir, il y a un inconvénient parce qu'on va avoir une terminaison brutale des nœuds. Donc là, on ne va pas prévenir votre cluster, on ne va pas le faire d'une manière, on va dire, progressive, on va le faire d'une manière brutale, on va arrêter les instances, donc le cluster va se rendre compte qu'il y a des pods qui manquent, qu'il va les démarrer dans le deuxième. Donc ça, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de le faire. Le mieux, c'est bien sûr de le faire d'une manière progressive. Et dans les deux cas, la même recommandation est valable, c'est-à-dire faire ce genre de mise à jour dans des fenêtres de maintenance et avec des tests au préalable pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, faire les tests sur AWS est aussi simple. On démarre un cluster en 10 minutes, on redéploie notre environnement de production, on teste la mise à jour, on a testé la mise à jour, on a validé la mise à jour, on arrête le cluster de test et on l'applique sur le cluster qui est en production dans des fenêtres de maintenance. Voilà ce qui concerne la mise à jour sur AWS. Vous voyez, Worker et master, c'est pareil, c'est simple. Maintenant, parlons de la partie sécurité. Alors, sur la partie sécurité, la première chose qui est très importante, c'est comment on authentifie et comment on autorise les utilisateurs sur AWS. Donc, sur votre cluster Kubernetes ou votre cluster EKS. Pour cela, on va se baser sur IAM pour la partie authentification. Donc, on va se baser sur ça. Donc, à chaque fois que vous faites, par exemple, là, on fait un kubectl, il y a l'identité qui est passée à AWS, qui est passée à votre cluster. Votre cluster, il va justement interroger AWS IAM pour dire est-ce que cette identité est valide ou pas, est-ce que cette identité existe ou pas. Et après, votre Kubernetes, on va se baser de la même manière que vous connaissez sur des clusters Kubernetes que vous avez peut-être déployés ailleurs. On va utiliser du RBAC, du Role Based Access. Et donc, on va vérifier au niveau de votre cluster, est-ce que cet utilisateur a le droit de faire ou pas l'action. Donc à partir de là, on va autoriser ou refuser l'action à cet utilisateur. Vous voyez, c'est assez simple. On va utiliser IAM pour la partie identification, authentification, et on va utiliser du RBAC pour la partie autorisation qui va être déployée sur votre cluster Kubernetes. Alors, il y a un point important à connaître, c'est que l'utilisateur, le premier utilisateur qui a déployé votre cluster EKS, lui, il a le super pouvoir sur le cluster. Ça, c'est une information à connaître. Alors, les autres utilisateurs qui vont arriver, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on doit leur créer des autorisations au niveau du cluster pour qu'ils aient la possibilité de travailler. Et là, ce qu'on recommande clairement à nos clients, c'est de faire du list privilège pour permettre à vos utilisateurs justement de faire la tâche pour laquelle ils sont mandatés. Et dans ce cas-là, utiliser votre cluster d'une manière avec les listes privilèges d'une manière globale. Et pour pouvoir le faire, on va ajouter sur les config maps, on va ajouter les rollbacks et on va ajouter les rôles et on va faire du RBAC pour autoriser ces utilisateurs-là à accéder à votre cluster. Donc ça, c'est la partie identification et autorisation sur votre cluster. Ensuite, il y a bien sûr la partie EKS. Il faut savoir qu'il y a un certificat unique qu'on va utiliser pour chaque cluster que vous allez déployer sur AWS. Chaque cluster que vous allez déployer, il y a un certificat qui va être utilisé, que vous pouvez utiliser d'ailleurs avec EKS. Pour la partie réseau, pour la partie filtrage réseau, pas la partie réseau encore. La partie filtrage réseau, donc là, vous voyez les deux moyens de filtrage réseau qu'on peut avoir sur AWS. D'abord, ce que vous voyez à gauche, c'est le moyen classique que vous connaissez si vous travaillez sur AWS. On va utiliser des security groups qui sont des firewall stateful ou des NACL qui sont des firewall stateless. Et à droite, c'est les pods sur AWS, les pods sur Kubernetes et comment on peut les faire. On peut faire de la segmentation réseau, on peut faire de l'isolation réseau. Et pour cela, pour pouvoir le faire, on a un partenaire avec qui on travaille qui a un projet, c'est Tigera d'ailleurs le partenaire, il a un projet Calico qui vous permet justement de mettre en place des règles réseau qui sont similaires justement aux règles sécurité groupe, similaires dans le sens où vous allez donner des autorisations en se basant sur certains critères, par exemple les sources, par exemple la destination, par exemple le port, pour autoriser et pour segmenter vos pods à l'intérieur de votre cluster Kubernetes. Donc, de la même manière, vous pouvez le faire avec les pods. Ça, on est conforme justement
au CNCF et on est conforme au fonctionnement d'un cluster Kubernetes d'une manière générale. Et c'est le cas d'ailleurs pour un cluster EKS. Donc ça, c'est pour la partie filtrage réseau. Et je finirai par un point très important qui concerne les workloads. Amazon EKS est prêt pour les workloads les plus sensibles et les plus régulés. Donc il est IPA, il est ISO 9001, 27001, 27017, 27018 et enfin il est PCI DSS. Donc, dans le modèle de responsabilité partagée, le cluster EKS, le master EKS, il est conforme à PCI, ISO et les autres réglementations. Donc voilà la partie sécurité. Là, on va passer maintenant à la partie réseau. Sur la partie réseau, on va revenir sur notre schéma initial. Alors, je vais juste faire un zoom par rapport à notre schéma initial. D'abord, vous avez compris qu'il y a un VPC qui est dédié pour la partie AWS et il y a un VPC sur lequel vous allez déployer vos propres workers. Et vous voyez, il y a une ENI, Elastic Network Interface. C'est une interface réseau, d'accord? On appelle ça une cross account, interface réseau, qui va être sur plusieurs comptes, entre plusieurs comptes, on va dire, et qui va permettre à un compte d'accéder à à votre compte EKS d'accéder et d'interagir avec vos workers. Donc cette ENI, elle va déployer, quand vous déployez votre cluster, elle va déployer au niveau de votre VPC. Et bien sûr, il y a des règles de sécurité, des sécurité groupes que vous allez appliquer. C'est les fameux sécurité groupes dont je parlais initialement qui permettent l'interaction entre vos workers et votre master EKS. Et puis, il y a la deuxième partie, c'est comment on va interagir d'un point de vue API avec votre cluster. Alors, la première manière de faire, c'est de le faire via Internet. Donc, on peut y accéder via Internet. Rassurez-vous, quand je dis Internet, c'est qu'on ne va pas sortir sur Internet, on va rester sur le réseau AWS. Donc, on va juste sortir avec des adresses IP publiques et on va utiliser le mécanisme d'authentification qu'on a vu au départ avec les identifiants IAM et avec l'autorisation, justement, RBAC sur Kubernetes. Donc, ça, c'est la première manière de le faire. Et justement, pour ceux qui aiment voilà. Ceux qui veulent avoir une connectivité privée, sachez que vous pouvez le faire désormais. On peut avoir une connectivité privée directement depuis votre VPC vers le cluster EKS sans passer par Internet. Vous pouvez avoir le mix des deux. Vous pouvez garder cette connectivité en sortant avec des adresses IP publiques. Et comme vous pouvez garder cette connectivité privée directement depuis votre VPC client vers le VPC d'AWS. Et d'ailleurs, par ce biais-là, vous pouvez avoir une connectivité réseau VPN ou Direct Connect qui arrive sur votre VPC sur AWS et depuis vos data centers on-premise, justement interagir directement avec votre cluster sans passer par Internet. Donc ça, c'est un moyen possible. On peut le mettre dans la partie sécurité d'ailleurs. Alors ça, c'est comment on a l'accès à nos endpoint API, comment les clusters et les workers interagissent. Ensuite, on va parler du plugin CNI. Vous imaginez qu'on ne peut pas sortir d'ici sans parler des conteneurs Network Interface qui vous permet justement de gérer la partie réseau sur Kubernetes. Alors c'est un plugin qui est open source que vous pouvez trouver justement sur GitHub à l'adresse qui est présente sur le slide. Là, le CNI, il a plusieurs rôles. Le premier, c'est d'affecter, principalement deux rôles, on va dire. Le premier, c'est justement d'affecter des adresses IP à vos pods et le deuxième, c'est aussi d'assigner des interfaces à vos workers. Comment cela se présente? Donc la CNI va interagir avec le VPC, avec l'API du VPC, et elle va demander des adresses IP qu'elle va justement associer par la suite à vos pods. L'association est la suivante. À chaque fois qu'on démarre un nouveau pod, on va utiliser ce qu'on appelle les IP secondaires. Sachez qu'on peut avoir une IP primaire sur une interface réseau qu'on attache à un worker et une IP secondaire. Vu que dans le monde Kubernetes, chaque pod doit avoir sa propre IP, on va utiliser justement ces IP secondaires qu'on va associer à votre pod. Mais ça, c'est transparent pour vous, c'est la CNI qui va le faire. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je démarre un pod, on va justement associer une IP à ce pod-là. Et pareil pour tous les clusters qui sont à l'intérieur. Alors, une information à connaître, chaque interface qu'on associe à une instance EC2, elle a un certain nombre d'adresses IP secondaires. Donc ça, il faut le connaître. Et chaque instance a un certain nombre d'interfaces qu'on peut associer. Donc le nombre global, le nombre total d'adresses IP qu'on peut avoir dans un nœud qui est associé à votre cluster, bien sûr, c'est la multiplication entre le nombre d'ENI fois le nombre d'adresses IP secondaires qu'on peut avoir. Ça vous permettra aussi de choisir correctement les instances EC2 sur lesquelles vous allez faire tourner vos pods. Voilà en ce qui concerne la partie, on va dire, CNI. Maintenant, le choix des adresses IP. Alors, première chose, il y a des plages d'adresses IP
primaires. C'est des RFC 19-18 que vous connaissez, ceux qui sont dans le réseau. Donc c'est ce que 10/8 par exemple, 172.16/12. Ces adresses IP ou ces plages primaires, il faut savoir qu'elles sont utilisées au niveau des pods, au niveau des ENI dont je vous parlais, d'accord. Et elles vont être utilisées, on va dire, à ce niveau-là et à partir de là, dans le réseau interne de vos services. Ça dépend ce qu'on va utiliser. Donc les services qui sont associés à vos pods à l'intérieur de votre cluster, on peut avoir 10/100/16 ou 172.20/16, ça dépend de l'adresse primaire que vous avez choisie pour vos workers. D'accord. Donc c'est ce qu'on va utiliser à l'intérieur pour les services. Donc ça reste dans l'RFC 19-18. Après, pour la configuration, ce que je disais au départ, il faut mettre au minimum d'ailleurs 2 AZ. Donc il faut déployer votre cluster sur au minimum 2 zones de disponibilité. Ça, c'est une plage d'IP primaire. La deuxième plage qu'on a ajoutée, parce que nos clients nous demandent d'avoir plus d'IP quand on travaille sur un Kubernetes, ça c'est gourmand en nombre d'adresses IP qu'il va utiliser. Là, on va utiliser des adresses IP secondaires, et ceux-là, on va les avoir hors RFC 19-18. Donc là, vous voyez la plage qu'on a ajoutée en 164/10, en 198.19/16, c'est des adresses IP secondaires qu'on va pouvoir utiliser à condition d'être sur le plugin CNI à partir de la version 1.2.1 et plus. D'accord. Et ceux-là, on va les utiliser qu'au niveau des pods. Okay, donc elles ne seront pas accessibles depuis l'extérieur. Car on va les avoir qu'au niveau des pods, je veux dire qu'ils ne seront pas derrière utilisés pour Internet ou autre. Alors, ça, c'est la partie CNI, et on va passer maintenant pour la partie load balancing. Sachez que vous pouvez utiliser, pour ceux qui ne connaissent pas les load balancers d'ailleurs sur AWS, on a 3 types de load balancers, les applications load balancers, les network load balancers et les classiques load balancers. Donc là, on va voir quels sont les load balancers qu'on va avoir. Les NLB et les CLB sont supportés par Kubernetes, donc on va dire le type qu'on va utiliser, c'est le load balancer. Par contre, pour la partie ALB, il est supporté par l'équipe Amazon EKS. Il est encore en alpha sur le projet sur Kubernetes. Par contre, il est supporté par AWS. Donc les équipes EKS, c'est eux qui peuvent résoudre pour vous les problèmes qui existent sur le support de l'ALB. Ils peuvent, pareil, si vous avez des besoins d'explications autres, c'est l'équipe Amazon qui va, justement, Amazon EKS, qui va vous aider à déployer un ALB, et elle va vous aider justement à mettre en place ce cluster. Et vous avez le développement qui est open source. Il y a des clients en production qui l'utilisent maintenant. Donc vous avez la possibilité de l'utiliser. Pourquoi ils l'utilisent? C'est dans ce qu'on appelle l'ALB Ingress Controller. On va s'appuyer sur les caractéristiques de votre ALB. Si on s'appuie sur ça, l'ALB, l'application load balancer, il monte dans les couches de load balancing au niveau 7, ce qui permettra, par exemple, en se basant sur des règles appliquées sur l'URI, par exemple ici, charcuterie, je vais l'envoyer vers un certain nombre de pods, /fromage, je vais l'envoyer vers d'autres types de pods, et on peut s'appuyer sur d'autres règles au niveau de la couche 7 pour faire du routage qui sera intelligent, qui sera au niveau applicatif par rapport aux pods que vous allez avoir déployés sur vos workers. Voilà pour la partie réseau. Maintenant, je passe la main à Paul, qui va vous parler de l'expérience de Process Out, de leur usage de Kubernetes sur AWS. Merci Walid. Bonjour à tous. Je m'appelle Louis-Paul Darro et je suis le CTO de Process Out. Chez Process Out, on travaille avec des marchands en ligne pour les aider à améliorer les frais qu'ils payent sur leurs transactions par carte et à optimiser la quantité de paiements refusés. Ça fait 3 ans qu'on a créé l'entreprise. On est avec AWS depuis le départ. Je voudrais remercier Walid de m'avoir invité aujourd'hui pour témoigner. Je vais vous parler rapidement de nos 2 produits. Le premier, c'est Telescope. Ce qu'on fait avec Telescope, c'est qu'on est capable de se connecter aux flux de paiement en production de nos marchands sans prendre le risque de les affecter. Donc, on analyse les transactions de nos marchands, on est capable de générer des recommandations, et par exemple, on peut détecter des profils de transactions qui n'ont pas une bonne performance. Telescope, c'est un produit qui est assez populaire. Aujourd'hui, on a 50% du top 10 des marchands français dans le e-commerce. Notre deuxième produit, c'est le Smart Router.
Ce que fait le Smart Router, c'est qu'il agit comme une API de paiement. Donc ça s'intègre comme un moyen de paiement normal. Et derrière nous, on se connecte au compte marchand existant et on route la transaction vers le meilleur provider en temps réel. Donc en fait, on applique les recommandations que Telescope aurait générées pendant la transaction. On peut détecter les baisses de performance et les problèmes techniques chez tous les moyens de paiement, chez les réseaux de cartes, chez les banques qui sont dans la chaîne du paiement. Et ça, souvent, on le détecte avant qu'eux ne le sachent. Donc on a une API de paiement, ça veut dire qu'on a relativement peu de trafic. On parle seulement de centaines de requêtes par seconde. En revanche, c'est des requêtes qui ont énormément de valeur, vu que nos marchands en dépendent directement pour leurs revenus. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler de Kubernetes et de EKS chez ProcessOut. Ça fait 3 ans qu'on utilise Kubernetes en production. On a toujours fonctionné sur EC2. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une industrie qui est assez régulée. Par exemple, on est certifié pour PCI DSS. L'année dernière, on a été affecté par GDPR, bien sûr. Cette année, on a DSP2 et 3D Secure 2 qui arrivent en septembre. Donc c'est beaucoup de challenges. Un des plus importants, c'est la fiabilité. On s'engage auprès de nos marchands à être disponible 99,95% du temps pour traiter leurs transactions. Donc ça, c'est notre SLA. C'est un SLA qui est très haut dans l'industrie du paiement. Et en interne, on se fixe des objectifs qui sont encore plus ambitieux. Donc ça, c'est notre SLO. Pour vous montrer la manière dont on a choisi EKS, je vais vous montrer rapidement les challenges qu'on avait en mi-2018 et comment on répondait, par exemple, à la question de la fiabilité. Alors ça, c'est un diagramme simplifié, bien sûr, de notre infrastructure en mi-2018. On avait 2 clusters Kubernetes en actif-actif. Donc c'est là qu'on déploie la majorité de nos applications. On a un Vault pour stocker des cartes bancaires. C'est une infrastructure qui est séparée pour des raisons de sécurité et de compliance. Et devant tout ça, on a un load balancer niveau 7 qui route les requêtes soit vers nos applications, soit vers le Vault en fonction du contenu de la requête. C'est une infrastructure qui marchait assez bien. Et en fait, la raison pour laquelle on utilise 2 clusters en actif-actif, c'est qu'on n'était pas satisfait avec la fiabilité de juste un seul cluster. Donc il y a un de nos 2 clusters qu'on avait créé nous-mêmes avec Terraform sur EC2. Ça marchait assez bien, mais c'était assez compliqué à maintenir. Et notre deuxième cluster, c'était une distribution tierce de Kubernetes. Et en fait, pour revenir au actif-actif, le fait d'avoir un load balancer devant nos 2 clusters séparés, ça nous permet de nous prémunir contre beaucoup de problèmes. Par exemple, des bugs dans les clusters eux-mêmes ou l'erreur humaine. Et ça nous permet de transformer des incidents qui duraient 10 minutes ou plus en incidents qui sont virtuellement invisibles pour nos marchands. Donc, on était content de la fiabilité, mais on était assez peu satisfait avec l'homogénéité de notre infrastructure. Donc, vu qu'on avait 2 clusters qui étaient très différents, ils avaient des caractéristiques de sécurité et de fiabilité vraiment très très différentes. Donc bien sûr, la maintenance et mise à jour, c'était assez compliqué, surtout avec 4 versions de Kubernetes par an. Séparément de ça, on avait plusieurs clients potentiels qui voulaient pouvoir garder leurs données uniquement en Europe. Donc on a décidé d'ouvrir cette région en Europe. On a saisi l'opportunité pour repenser la manière dont on travaille avec Kubernetes. Et on est arrivé à une roadmap pour savoir ce qu'on voulait garder et ce qu'on voulait enlever. Dans les choses qu'on voulait garder, il y a la fiabilité, je l'ai déjà mentionné. On était assez satisfait aussi de la visibilité qu'on avait dans nos clusters, vu qu'on avait un très haut niveau de contrôle sur leur fonctionnement. On aimait bien aussi l'idée d'avoir un seul endpoint pour notre API pour toutes les requêtes entrantes. Je vais revenir là-dessus après. En revanche, on voulait
rendre beaucoup plus facile la maintenance. La reproducibilité aussi, c'est un sujet très important, parce que c'est ça qui nous a empêché de recréer le cluster qu'on avait fait nous-mêmes initialement, même si c'était avec Terraform. Donc, en mai 2018, on a travaillé avec AWS pour évaluer EKS, qui était sorti quelques mois avant, et on est arrivé à l'architecture suivante. Donc, comme vous le voyez, on a maintenant 2 régions. En Europe, sur EU West 1, on a un fonctionnement assez similaire à notre région américaine, mais avec des clusters EKS. Ce qu'on fait pour gérer le trafic, c'est qu'on accepte les requêtes sur la région la plus proche de l'utilisateur et on les route sur la région correcte de manière transparente. Ça nous permet de diminuer la latence et d'augmenter la disponibilité. Donc, une fois qu'on a validé cette architecture en staging et en production, on a fait pas mal de tests de charge, on a fait des tests d'intrusion, on a fait du chaos testing pour comprendre comment les connaissances qu'on avait de Kubernetes s'appliquaient à EKS. On a été assez satisfait des résultats. On a commencé à mettre des clients en production dessus. Et aujourd'hui, c'est notre région avec le plus de trafic. Et quelques mois plus tard, on s'est mis à migrer notre région américaine vers EKS aussi, vu qu'on avait très confiance dans le service. Donc là, vous voyez immédiatement qu'on a fait un pas énorme en termes de simplicité de l'infrastructure et de reproducibilité des clusters. Et ça, c'est sans parler de la simplicité de déploiement dès le départ des clusters individuels. Donc on a adapté certaines de nos pratiques existantes vers EKS. Par exemple, on utilise toujours beaucoup Terraform, sauf que maintenant c'est encore plus simple de créer des nouveaux clusters ou simplement de faire des tests. On utilise aussi Packer pour créer des AMIs qui sont basés sur l'AMI de base de EKS. Et ça nous permet d'intégrer pas mal de fonctionnalités avancées dans nos clusters. Par exemple, on utilise un logiciel qui s'appelle Falco, qui permet de faire de la détection d'intrusion au niveau du conteneur. Donc, ça, c'est les processus qu'on a pu garder et adapter sur EKS. Maintenant, il y a des processus qu'on a été très heureux de changer aussi. Par exemple, la mise à jour. Avant, c'était un point de stress assez important, parce qu'en théorie, c'est possible de faire la mise à jour d'un cluster en production. Ça pose aucun problème. En pratique, c'est très stressant. Avec EKS, vu que c'est très facile de créer et supprimer des clusters, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on garde tous nos clusters immutables, on ne fait jamais de mise à jour majeure en production, et à la place, pour déployer une mise à jour en production, on crée un tout nouveau cluster avec la nouvelle version. On commence à envoyer du trafic en mode canary, et quand on est prêt à terminer la mise à jour, on remplace tous les autres clusters au fur et à mesure. Donc, comme vous voyez, EKS, pour nous, ça a été un changement assez important. On est assez content des résultats, vu que maintenant, c'est beaucoup plus facile donc, de créer et de supprimer des clusters. Ouvrir des régions, c'est devenu plus simple aussi. Donc, par exemple, les mises à jour sont devenues beaucoup plus faciles à gérer. On a aussi gardé des très bonnes performances sur l'uptime, même pendant la migration, et malgré le fait qu'on a eu beaucoup de croissance récemment. Donc pour terminer, on a toujours quelques points qui sont dans la roadmap pour améliorer la manière dont on travaille avec Kubernetes. Par exemple, un point d'intention qu'on a, c'est accélérer nos cycles de développement pour, par exemple, améliorer la productivité de nos développeurs en faisant notre CD un petit peu mieux. On voudrait aussi pouvoir scheduler des pods non critiques sur des instances en spot pour faire quelques économies. Une fois que Fargate sera disponible sur EKS, on aimerait bien essayer de pouvoir scheduler des pods sans avoir à ajouter de workers. Et enfin, une technologie qu'on surveille de très près, c'est Istio, qui va nous permettre de créer une service mesh, et ça va nous permettre de gagner en fiabilité dans les appels entre nos applications,
et d'améliorer l'observabilité au niveau réseau. Du point de vue sécurité aussi, Istio c'est intéressant parce que ça permet d'utiliser TLS entre les pods. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est la plupart de nos communications sont déjà en TLS mutuellement authentifiées en interne. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à AWS de m'avoir invité pour témoigner. Si vous avez des questions, je serai très heureux d'en discuter. Si vous acceptez des paiements en ligne, éventuellement, vous avez potentiellement beaucoup de bénéfices à travailler avec nous. Vous pouvez me trouver directement après, ou alors sur notre stand au Startup Central. Merci. Merci, Louis-Paul. Merci à tous, merci à ProcessOut. C'était un plaisir de travailler avec vous, justement, Louis-Paul. Comme ProcessOut, il y a des milliers de clients qui, justement, utilisent Kubernetes au jour le jour sur AWS en production. J'espère que vous en ferez partie. Merci pour votre temps. Et ce que j'aimerais avoir aussi, c'est votre avis sur la session. Donc, n'hésitez pas à justement donner votre avis sur l'application iOS ou Android du Summit. Et on est là juste à côté ou dans les stands AWS pour répondre à vos questions. Merci encore une fois et bonne fin de journée.